Ne donner pas de détails, c'est pas mais faire ouvrir la porte à toutes les rumeurs et les suppositions, vu que nous, du coup, on a accès qu'à la source des mutins. Ensuite, ça fait beaucoup d'argent. Où est-ce que vous pensez trouver les dizaines de milliards nécessaires aux primes des mutins? Vous dites ne pas avoir de détails et en même temps, vous savez que c'est des dizaines de milliards. Non, bon, c'est un parti pris qui est clair. Et dans tous les pays du monde, ça se passe de cette façon-là. Les questions militaires ne se règlent pas sur la place publique. Là, il s'agit de questions militaires. Le gouvernement a décidé de ne pas communiquer sur le contenu de l'accord avec les mutins. Je pense que c'est aussi simple que cela. Donc, c'est pas des cachotteries, c'est pas qu'on ne veut pas informer la population, mais il s'agit de questions militaires et partout dans le monde, ces questions sont traitées avec la plus grande confidentialité. Voilà, c'est le cas ici. Et donc, maintenant, vous dites que cela va coûter. S'il y a un coût, évidemment, vous savez, un État fonctionne avec des priorités. Et je ne pense pas qu'il y ait priorité plus grande que la paix et la sécurité. Tout ce qui va être nécessaire à notre pays pour maintenir la paix et la sécurité, notre pays devra le faire. Et c'est ce que le gouvernement s'attelle à faire depuis quelques jours, faire le maximum pour qu'il y ait la paix et la sécurité qui sont la base et qui permet à tout le reste de se réaliser. Donc là, je ne donnerai pas de chiffres non plus, je ne confirmerai pas ce que vous êtes en train de dire, mais par contre, je dis très clairement que le gouvernement, là aussi, prend une position qui est courageuse, une position qu'il décide de tenir pour le bien de la nation ivoirienne. Les activités ont été bloquées 4 voire 5 jours durant. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui l'impact économique même de cette mutinerie? Tout à l'heure, j'ai donné le bilan des pertes en vies humaines, le bilan des blessés, et j'ai indiqué que le chef de l'État avait demandé expressément au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, donc par ricochet à tous les préfets, d'établir par région un point précis. Donc cela va permettre d'avoir un troisième niveau d'évaluation, donc de ce que des pertes directes, si on peut les appeler ainsi, causées par ces 3-4 jours de troubles. Évidemment, et j'imagine que c'est ce à quoi vous faites allusion, 3-4 jours d'arrêt, c'est des pertes au plan économique, c'est des acteurs économiques qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas vendre, qui ne peuvent pas recevoir. Il y a des pertes physiques, par exemple, de vivre dans les camions, etc. Enfin, bon, vous savez, tout ça est en cours d'évaluation. Bonjour Monsieur le Ministre, Arnaud Froger, France 24. Vous dites que le gouvernement fait tout pour amener le calme. De fait, il a choisi de payer et le calme est revenu. De ce point de vue-là, c'est incontestable. Pourquoi ne pas avoir choisi en revanche en échange du paiement de ces mutins, de les obliger à quitter l'armée de manière à éviter peut-être de nouvelles mutineries dans le futur? Le ministre chargé de la Défense hier a parlé de leur faire confiance, de se remettre à leurs paroles données. On a bien vu après le mois de janvier que leurs paroles n'avaient pas été forcément respectées. Donc pourquoi ne pas avoir dans les négociations demandé à ce que les mutins quittent l'armée en échange de l'argent versé? En le disant de cette façon, j'ai le sentiment que vous avez l'accord qui a été signé. J'imagine que vous n'avez pas l'accord. Bon, donc vous ne savez pas ce qui y est. Voilà. Bon. Donc pour le reste, faites confiance. Les autorités militaires traitent cette question avec la plus grande responsabilité. J'insiste bien sur le terme responsabilité. On a assisté jeudi donc à une déclaration télévisuelle de soi-disant, ou en tout cas représentants des mutins. Le lendemain, on a connu les tirs, on a vu les tirs que ça a engendré. Le ministre de la Défense a dit qu'il n'y avait pas de négociation. Le chef d'état-major a dit qu'il y allait avoir une intervention militaire imminente. Et finalement, il y a eu apparemment négociation et pas d'intervention militaire imminente. Est-ce que vous diriez, monsieur le ministre, que dans cette gestion de crise, il y a eu quand même un certain cafouillage de la part du gouvernement et de l'état-major? Ça, c'est ma première question. La seconde, elle concerne une brève dans la lettre du continent. Je sais qu'on déteste, enfin on adore tous lire la lettre du continent et que souvent vous contredisez ce qui est écrit dans cette lettre, mais il est mentionné par rapport à cette crise
le fait que le président ait mis sa démission dans la balance au moment des négociations. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet? Il n'y a pas de cafouillage. Il y a une logique qui est claire, qui est simple et compréhensible depuis le début. Cette logique, c'est de faire en sorte que cette situation soit résolue avec le moins d'impact possible sur les populations. Donc, dès le départ, c'était la position du gouvernement. Et en voulant arriver à cet objectif, évidemment, il y a des messages qui sont passés, il y a des mots qui sont dits. Mais le gouvernement n'aurait pas pris une attitude irresponsable. Je l'ai déjà dit, et le ministre de la Défense l'a dit hier, choisir de discuter, c'était l'option la meilleure, puisque cela a permis le retour des soldats dans leur caserne, cela a permis le retour, la reprise de l'activité économique. C'est ce qui était visé, et je pense que les populations aujourd'hui apprécient cela. Donc, si la population apprécie que nous soyons rapidement revenus à une situation normale, si l'État de Côte d'Ivoire dit sa satisfaction par rapport à cette situation, et si les mutins eux-mêmes disent leur satisfaction par rapport à cette situation, c'est-à-dire tout le monde a gagné. Donc, à partir du moment où tout le monde a gagné, pourquoi vouloir à nouveau chercher quelque part un petit problème? Donc, aujourd'hui, j'allais dire, c'est tout le pays qui a gagné. C'est tout le pays qui a gagné et c'est vraiment beaucoup plus important que les positions personnelles que tel ou tel aurait pu avoir. Oui. Vous privilégiez la discussion et le dialogue, ce qui est évidemment très bien, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir discuté ou dialogué avec le couteau sous la gorge? Je ne sais pas ce que vous mettez dans cette formule. Vous avez été témoin, je pense, entièrement de ce qui s'est passé. La discussion a été faite dans un cadre ouvert, responsable, transparent, et surtout avec l'esprit, de part et d'autre, d'arriver à quelque chose qui fasse grandir la nation ivoirienne. Vous lui poserez la question, mais bon, je peux me contenter de dire ce qu'il a déjà lui-même dit. Il a effectivement été ulcéré par ce qui s'est passé. Et je pense que chacun comprendrait que dans cette situation, dans une situation comme celle-là, le père de famille qu'il est ait pu être profondément meurtri par l'attitude des jeunes gens. Bon, cela dit, pour le reste, vous lui poserez la question. Bonjour, monsieur le porte-parole. Je suis Loukman Koulibaly de l'agence de presse Reuters. Est-ce qu'il faut craindre un impact sur les investissements étrangers? Là, je suppose qu'on ne parle plus armée, on parle économie. Non, juste pour dire que, de mon point de vue, là je vais essayer vraiment de vous donner mon point de vue. De mon point de vue, l'opérateur économique, il raisonne par rapport à l'intérêt qu'il peut tirer d'un investissement qu'il réalise dans un pays, dans un secteur donné, etc. etc. Est-ce que ce qui s'est passé là enlève de l'intérêt à l'investissement réalisé en Côte d'Ivoire? Ma position personnelle est non. Tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu, et depuis le mois de janvier, je pense que la situation ou l'attitude est la même, il n'y a jamais eu de risque ou de menace par rapport aux institutions. Les demandes des mutins étaient claires dès le départ. Nous-mêmes avons expliqué ici la nature de ces demandes et avons expliqué pourquoi le gouvernement s'efforçait d'y apporter une réponse. Nous sommes en train d'apporter cette réponse-là. Il y a eu des incompréhensions que j'ai expliquées tout à l'heure qui ont amené les troubles que nous venons de connaître. Donc, il n'y a rien qui puisse être interprété au-delà de cette simple incompréhension qui a ensuite trouvé une solution. La destination Côte d'Ivoire demeure, de mon point de vue en tout cas, aussi attrayante qu'avant. Les capacités de l'économie ivoirienne sont là.
la résilience de notre économie est démontrée, malgré les difficultés qu'on peut connaître aujourd'hui sur le cacao, parce qu'on a une économie qui est heureusement est diversifiée. Le cacao est en difficulté, mais chacun peut voir que, par exemple, l'EVA aujourd'hui monte. Et je ne parle pas de toutes les autres sources de devises à l'exportation. Donc l'économie ivoirienne est forte et elle saura passer les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Donc pour moi, ça ne doit pas être du tout un élément susceptible de décourager un investisseur sérieux. Bonjour Monsieur le ministre. Oui. Je suis Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire a été ébranlée encore par cette mutinerie. Et le ministre de la Défense, hier, à sa conférence, a dit qu'une cache d'armes a été découverte d'un domicile privé. Et nous, on a appris que ce domicile appartenait au directeur du protocole de M. Soro Guillaume, qui est un civil, pas de M. Soutousoul. Est-ce que ce n'est pas un danger, une menace grave pour un pays de retrouver des armes au domicile d'un civil? Et je me demande aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres caches d'armes encore comme ça dans d'autres domiciles à Boaké? C'est ma première question. La deuxième question, ici à Abidjan, en pleine crise, même le dimanche, on a appris que M. Soro a reçu des ambassadeurs africains. Je ne sais pas si vous êtes informé. Si vous n'êtes pas informé, je vous donne l'information parce que les images sont sur le compte Twitter de M. Soro Guillaume. Si le gouvernement n'est pas informé de cette rencontre-là, comment est-ce que vous prenez cela qu'en pleine crise, le président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas ministre des Affaires étrangères, qui n'est pas vice-président, qui n'est pas premier ministre, reçoit des ambassadeurs africains à ce domicile? Et ma dernière question, c'est pour vous demander, est-ce que le gouvernement n'a pas un devoir de transparence vis-à-vis des Ivoiriens qui ont perdu la vie? Vous l'avez dit qu'il y a eu 4 morts, 9 blessés, et les dégâts matériels seront nombreux. Est-ce que le gouvernement n'a pas un devoir de transparence vis-à-vis des Ivoiriens qui aimeraient savoir qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que, tout d'un coup, subitement, les mutins sont dans les casernes? Merci, Monsieur le ministre. S'agissant de la première question, donc la cache d'armes, c'est une information qui a été rendue publique par le ministre en charge de la Défense. Nous n'avons pas à ce stade d'informations au-delà de ce que vous savez déjà. Il a bien indiqué que des enquêtes sont en cours, donc nous attendons que les enquêtes se fassent. Et en fonction des conclusions des enquêtes, nous en reparlerons éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres caches d'armes? Évidemment, cette question, le gouvernement n'a pas manqué de se la poser. Et donc, tous les services sont mis à contribution pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres caches d'armes sur l'ensemble du territoire ivoirien, sur chaque périmètre, chaque centimètre du territoire ivoirien. Donc, des fouilles ou des enquêtes seront menées pour que nous soyons sûrs qu'il n'y en ait pas d'autres. Pour ce qui est de la réception d'ambassadeurs par le président de l'Assemblée nationale, j'avoue avoir du mal à vous répondre. Les questions de protocole, j'ai un peu de mal, mais j'imagine qu'on peut être président d'une institution et avoir des amis ambassadeurs avec lesquels on dîne. Donc, je ne ferai pas d'autres commentaires. Vous lui poserez directement la question. La troisième question, le devoir de transparence vis-à-vis des Ivoiriens. Moi, je dirais qu'avant le devoir de transparence, il y a d'abord le devoir de responsabilité. Si la transparence va amener plus de difficultés, va créer plus de problèmes, etc., autant rester sur le devoir de responsabilité. Et c'est l'approche prise aujourd'hui par le gouvernement, d'avoir une posture responsable dans cette affaire, une posture qui préserve la marche en avant de la nation ivoirienne, une posture qui préserve des pertes en vies humaines, des blessés supplémentaires, etc., etc.
Donc, nous restons sur cette posture. Et peut-être qu'un jour, il va être plus facile de communiquer sur ces questions-là. En ce moment-là, on communiquera. Mais aujourd'hui, ce ne serait pas très responsable de le faire. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Cyril Ba, du journal L'Expression. Moi, ma question va un peu aller dans le Mont Péco. Tout à l'heure, vous avez dit que le Mont Péco a été entièrement libéré. Mais je vais peut-être vous apporter l'information ou bien vous surprendre, parce que je suis natif de Bangolo, précisément du village de Guizon-Tabaké, où même est situé le Mont Péco. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Mont Péco est toujours occupé par les sortissants du Burkina Faso qui sont encore dans ce Mont Péco. Est-ce que, ma question, l'on n'est pas encore en train d'induire en erreur le chef de l'État pour que demain, les enfants, les sortissants de ce Mont Péco-là, puissent encore créer encore d'autres problèmes à la Côte d'Ivoire? Non, rassurez-vous, le chef de l'État ivoirien, comme la majorité, la plupart des chefs d'État, ne sont pas si facilement trompables. C'est des personnes qui sont bien plus et bien mieux renseignées que vous et moi. Donc, n'allez pas imaginer qu'il est enfermé quelque part et qu'on lui apporte les informations qu'on veut bien lui apporter, à partir desquelles il prend ses décisions. À l'occasion de cette crise, j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux. Non, il faut savoir que ce sont des personnes qui ont l'habitude de gérer un grand nombre de dossiers de très haut niveau, très sensibles, très complexes, etc., et qui ont cette capacité-là. Donc, faites confiance au chef de l'État ivoirien. En tout cas, nous qui travaillons à ses côtés, nous savons le temps, l'énergie qu'il consacre à chacun des dossiers qui lui sont soumis. Donc, c'est des dossiers qu'il maîtrise parfaitement. Il n'y a pas le moindre risque qu'il soit induit en erreur. Maintenant, vous dites que c'est toujours occupé. Je ne vais pas vous contredire, mais il se trouve que l'information qui est apportée au gouvernement, c'est une information qui vient de services qui sont sur le terrain. Il y a les services des eaux et forêts, maintenant, qui sont sur le terrain. Il y a des services du ministère de l'Environnement qui sont sur le terrain. Il y a les services de gendarmerie qui sont sur le terrain. Et je vous ai indiqué qu'il y a même un comité qui s'est rendu sur place, comité mixte, qui est composé à la fois de Burkinabés et d'Ivoiriens, qui est allé sur place pendant plusieurs jours. Donc, c'est difficile de mettre en cause la parole de tout cela, même si vous pensez autre chose. Maintenant, peut-être faut-il savoir aussi la délimitation exacte de cette forêt, savoir si ceux que vous pensez être dans la forêt ne sont pas en dehors. Bon, donc, n'entrons pas dans ce débat. Faisons confiance à tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier. Et le rapport qui est fait au gouvernement indique aujourd'hui donc, que le mont a été entièrement évacué de toutes les personnes qui s'y trouvaient. Bon, ça, c'est le rapport officiel qui est aujourd'hui disponible, fait à partir de tous les recoupements et de toutes les actions qui sont menées par les représentants de l'État et par le comité mixte dont j'ai parlé tout à l'heure. Les fonctionnaires ont donné un mois au gouvernement, ce mois de mai, pour se prononcer clairement sur la situation des stocks des arriérés. Est-ce qu'il y a des mesures d'anticipation pour éviter le blocage que nous avons connu dans le mois de janvier? Merci. Les discussions sont en cours. Vous savez bien qu'il y a un cadre de discussion qui a été mis en place. Et jusqu'à aujourd'hui, ce cadre n'a pas produit de conclusion définitive. Bon, donc, à partir du moment où il n'y a pas de conclusion, ça veut dire que les discussions se poursuivent. Et quand deux parties discutent de questions aussi sensibles, il est difficile de donner un avis. Si j'en donne un aujourd'hui, ça va être un avis personnel. Donc, je préfère attendre que cette discussion s'achève, que nous sachions exactement la position du gouvernement, prise par les représentants du gouvernement, la position prise par les représentants des agents de l'État. Et en ce moment-là, je pourrais vous donner un avis.